voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. C'est une émission spéciale puisque c'est un débat sur la question du harcèlement, un débat qui a été suggéré par Madame Cissé. Bonjour. Merci d'être là. C'est la 3e édition d'une série qu'elle a initiée avec nous ici et qui, justement, a posé... D'ailleurs, il faut saluer son courage parce que beaucoup de gens qui sont harcelés dans leur emploi, quelquefois, n'osent pas témoigner. Elle a décidé de témoigner. C'est la 3e émission qu'on fait. Mais avant de revenir au cœur du débat, je salue les invités. Raphaël Spéonel, psychologue. Oui, j'ai envie de dire psychologue médiatique. Merci d'être avec nous. Tania Bangou, avocate, merci aussi d'être avec nous. Et Madame Sandra François du Guadave, qui est avec nous. C'est la 3e, 4e fois que vous venez cette émission. Régulièrement, pas de souci. On fait un petit retour sur l'actualité avant de commencer le débat avec Iman News. Retour sur l'actualité où nous avons déjà traité de la signature du projet protégé qui a eu lieu lors de la visite de Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique. On a parlé aussi de la CNBT qui a fait une consultation publique en lien avec le plan climat-air-énergie. On se tournera tout à l'heure sur la signature du contrat PI sur Terre de Haut, ainsi qu'une foire aux questions qui a lieu sur Morne-à-l'Eau en lien avec l'insertion et la formation des jeunes. Merci Imana. Je disais, Madame Cissé, bonjour, que vous avez initié toute une série de débats sur cette question du harcèlement. C'est la 3e édition puisqu'on a eu 2 émissions précédentes qui ont eu beaucoup de succès visiblement et qui ont permis peut-être à certaines personnes de se libérer un petit peu. Et vous-même, vous avez subi pendant des années, j'ai envie de dire que ça continue un petit peu d'une autre manière, vous allez le préciser, ce harcèlement. Cette fois-ci, on va parler du harcèlement moral, qui se manifeste souvent par des agissements répétés qui peuvent entraîner ces personnes qui les subit, quelquefois même une dégradation de ses conditions de vie, de travail. Et donc, c'est quelque chose de particulièrement compliqué, difficile. Et quelquefois, je l'ai dit, les harcelés ou les personnes qui sont harcelées ont peur de non pas de se protéger, mais de témoigner, puisque aujourd'hui nous aurons un témoignage anonyme, parce que les pressions sont quelquefois compliquées, difficiles sur les gens qui les subissent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a un plateau exceptionnel, puisqu'on a psychologue, avocat, Guadave et vous-même. Alors je vous donne tout de suite la parole, Madame Cissé, pour un petit peu replacer ce débat dans le contexte dans lequel nous sommes. Alors je voulais commencer par avoir une pensée pour les parents de Lucas et j'ai oublié son prénom, l'INSEE, qui se sont suicidés il y a très peu de temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient du harcèlement moral. Donc c'est pour faire savoir à la population que le harcèlement, c'est un acte qui est très, très douloureux. On essaie de tenir, mais le plus souvent, c'est assez compliqué. La preuve en est, il y a des adultes. J'ai rencontré une dame aussi. Je voulais marquer une minute de pensée aussi pour cette femme-là. Je l'ai rencontrée à Jarry en début de semaine. Et elle m'a dit que plusieurs fois, elle a failli intenter à sa vie parce qu'elle a vécu du harcèlement, vraiment profondément à son travail. Elle a tenu parce qu'elle a des enfants. Et je voulais aussi, avant de commencer le débat, remercier tous ceux qui ont été autour de moi, parce que lorsqu'on est harcelé, on a besoin d'écoute. Et ce n'est pas toujours facile de trouver des gens qui ont le sens de l'écoute. Donc, je voulais remercier mon ami Sylvain, ma sœur jumelle, Marc et Manuel, mais aussi la presse écrite et les médias, notamment vous, Monsieur Santonis, qui avait mis cet espace à ma disposition et qui me sert, qui participe à ma thérapie. Donc, le harcèlement, comme je disais, donc, c'est quelque chose de très douloureux. Et c'est pour remémorer un petit peu la situation aux invités qui sont présents aujourd'hui, parce qu'avant, on en a eu, et je profite pour pouvoir les remercier aussi. Donc, j'ai vécu du harcèlement entre 2011 et 2012. Je travaille au lycée agricole. Mon ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et mon administration de proximité, donc, qui représente aussi... j'ai des trous de mémoire, je vous prie de m'excuser, je suis très mal. Ça arrive. Et aussi l'autorité académique, qui est la DAF. Je ne sais plus où j'en étais, je suis fatiguée.
Je suis très fatiguée, mais je vais poursuivre, excusez-moi. Donc, j'ai vécu ce harcèlement entre 2011 et 2012, et le ministère de l'Agriculture donc, a prêté l'oreille à mon écoute et a déployé au sein de l'établissement une douzaine d'inspections et qui ont mis fin à ce harcèlement. Et ça a recommencé en 2019, où il y a eu un nouveau proviseur qui a recommencé les mêmes choses. Et c'est très douloureux. Vous savez, cette étape-là... Alors justement, j'y venais. Les agissements du harceleur, c'est une stratégie d'utilisation, puis de destruction de la proie, qui commence par un manque de respect. Après, c'est du mensonge, de la manipulation, puis il se transforme progressivement par des conduites perverses. Donc, par exemple, moi, je prendrai mon cas. Donc, c'était des cris, c'était des brimades. Et les deux harceleurs, alors qu'ils étaient différents et à des périodes différentes et ne se connaissaient pas, avaient des fonctionnements qui se rapprochent un petit peu parce que je me suis retrouvée à la rue à un moment donné, en train d'errer au sein de l'établissement, parce que lorsque je suis revenue après un arrêt de maladie, j'ai trouvé que mon bureau avait été cadenassé. La serrure de mon bureau a été changée et je me suis retrouvée au sein de l'établissement à n'avoir ni tâche, ni bureau pour pouvoir me positionner. Ce qu'on appelle un placardage. Voilà, même pas, mais j'étais à la rue carrément. C'est pas parce qu'un placard, vous avez quelque part où vous posez, que là, je n'avais rien du tout. Et sans compter, donc, la première série de harcèlement, j'étais économe au sein de l'établissement et responsable d'une douzaine de personnels d'entretien, de maintenance, etc. Donc, la harceleuse a commencé à m'isoler, à récupérer donc, mon personnel. Et chaque fois que je passais des commandes, parce que j'étais économe, comme je viens de le dire, elle demandait aux commerçants de retourner avec la marchandise que j'avais commandée, de la marchandise qui était destinée à la cuisine, tout en sachant qu'il faut faire à manger au quotidien pour les élèves. Donc, elle voulait me pousser à la faute. Elle cherchait à faire dire que c'est moi qui n'ai pas fait mon travail. J'avais aussi une délégation de signature pour pouvoir signer mes bonnes commandes. Elle s'est arrangée pour pouvoir récupérer le carnet de bonnes commandes et la délégation lorsque nous avons eu un nouveau proviseur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené mes bons pour le proviseur et s'est arrangée aussi pour que le proviseur n'ait pas à signer, que ce soit elle qui signe. Mais elle ne signait pas. Elle laissait donc les bonnes commandes traîner. Et elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait? C'est que je ne puisse pas passer commande et que le lundi, je sois en faute. On va revenir vers vous tout à l'heure. Je me tourne tout d'abord vers le psychologue, M. Spéronel. D'une manière générale, je ne sais pas, je pose la question naïvement. Le harceleur, il cherche quoi, en fait? Un plaisir sadique, narcissique. Ah oui, tout à fait. Bah oui, ben, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pratiquement pas de harceleur. Un plaisir pervers, sadique, narcissique, qui le met en position de prédateur. Sur la personne en multipliant, alors surtout dans le harcèlement moral, en multipliant les petits faits. C'est pas des gros trucs, si c'est des gros trucs, ça se voit, et on peut le dénoncer plus facilement. Mais c'est une somme de petites faits, c'est la mise en place d'une véritable stratégie de pression ou d'oppression, dans laquelle il a l'impression de tirer les ficelles ou de jouer un petit peu le marionnettiste avec les personnes, l'institution et l'entourage. Et il apparaît à chaque fois dans son discours, parce qu'en plus, dans le discours un peu pervers qu'il a, c'est un expert du langage. Donc il apparaît un peu comme dans une rhétorique, dans un narratif qui est particulièrement harmonisé, bien organisé. Et on peut et d'une manière générale, avant de voir ce harceleur, on lui accorde un grand crédit. Et donc c'est quand la situation est véritablement arrivée, on est acculé à un certain aboutissement, qu'on peut faire attention et se dire, attends, il y a peut-être quelque chose un peu de pernicieux dans cette affaire-là. Madame Cissé, vous reconnaissez dans ce que disait M. Spéronel? Tout à fait. Parce que le harceleur, on dirait qu'en se couchant le soir, il rêve, il se demande qu'est-ce que je vais encore lui faire pour pouvoir l'anéantir. Et chaque fois, les actes sont de plus en plus douloureux, plus violents. Quelquefois, il vous fait savoir que vous n'êtes rien, que vous avez mal fait votre travail, que je me suis entendu dire, soi-disant, ou qu'à gérer personnel, mais on ne peut pas les créoles, mais des choses bêtes. On ne peut pas les créoles, bah, c'est employé là. Vous n'êtes pas le Père Noël, ne croyez pas que vous allez donner plus au personnel qu'on leur donne déjà. Et sans compter mon travail qui était saboté au quotidien. Au quotidien, mon travail était saboté. Et il y a une chose qui est terrible, c'est qu'il y a des collègues, par lâcheté,
Il y en a aussi parce qu'ils ont eu l'impression que vous avez fait plus qu'à un moment donné. Le plus souvent, ce sont des gens qui vous avaient tendu la main, qui eux-mêmes étaient en situation de harcèlement, vous leur avez tendu la main. Eh bien, ces collègues-là se rangent du côté du harceleur. Et ils travaillent en sous-marin, se mettent ensemble avec le harceleur pour pouvoir vous anéantir. Alors, si vous n'avez pas les épaules pour pouvoir supporter ça, si vous n'avez pas des stratégies pour pouvoir vous en sortir, à un moment donné, tout le monde dira que c'est de votre faute, parce que la direction est contre vous, les collègues aussi, mais ne se rendent pas compte que ce sont des gens qui se sont armés, qui se sont démenés pour pouvoir servir de larbin à la direction pour pouvoir vous anéantir. Alors, avant de donner la parole à l'avocate, je vais vous poser la question. Comment vous êtes défendu sur cette affaire, en gros? Alors, je me suis défendue de plusieurs manières. Déjà, j'ai quitté l'établissement à un moment donné, mais lorsque je suis revenue, je me suis... j'ai voulu me professionnaliser parce que, hormis ce travail-là, je fais également de la communication et de l'événementiel. Donc, j'ai eu de la force pour pouvoir m'accrocher aux études. J'ai passé des examens universitaires. Et c'est ça qui me permettait de me droguer pour ne pas penser à ce qui m'arrive, de supporter. Voilà. C'était une thérapie pour moi et c'était aussi une protection. Et je me suis remise aux études et je me suis mise à travailler sur des diplômes pour pouvoir oublier tout ça. Maître Bangou, du point de vue juridique, comment en général on traite ce type d'affaires? Alors, il y a différentes manières de traiter cette affaire. Alors, je voudrais déjà dire et rassurer les téléspectateurs qui sont victimes de harcèlement, et vous aussi, de toute façon, vous êtes passé par là, donc vous en savez quelque chose. Il existe quand même un arsenal légal et juridique pour pouvoir défendre les intérêts de personnes victimes de harcèlement. Alors, nous proposons, je parle en tant qu'avocat, nous proposons plusieurs pistes. La première, c'est bien évidemment de voir aussi, de demander à nos clients, à nos clients qui sont victimes, de rassembler un maximum d'éléments pour pouvoir constituer le dossier. C'est de leur conseiller de se rapprocher, par exemple, d'un psychologue, de professionnels, pas uniquement les médecins, parce que vous savez, quand on est victime de harcèlement, ça ne se voit pas. C'est comme pour les harcèlements, c'est comme pour tout, comment dirais-je, le harcèlement sexuel, d'autres formes de violence qui ne sont pas forcément physiques. Donc, c'est très pernicieux. Il faut se rapprocher des professionnels qui aident aussi l'avocat à trouver des éléments et préparer le dossier. Donc, nous pouvons proposer d'intervenir auprès, quand c'est moins grave, bien évidemment, d'intervenir auprès de l'employeur. Si l'employeur n'est pas, lui-même, le harceleur, nous pouvons proposer d'intervenir auprès d'un médiateur. Nous pouvons aussi, bien évidemment, engager une procédure judiciaire. Si c'est une procédure qui concerne les agents administratifs, devant le tribunal administratif. S'il s'agit de secteur privé, devant le conseil de prud'homme. Alors, je suis heureuse parce que depuis 2002, nous constatons qu'on prend à bras-le-corps ce phénomène de harcèlement moral. Et c'est vrai que c'est depuis la loi du 17 janvier 2002, si ma mémoire elle est bonne, qu'on parle vraiment du harcèlement moral, qu'on définit ce que c'est que le harcèlement moral. Avant, les victimes étaient livrées à elles-mêmes parce qu'on n'arrivait pas à déterminer véritablement si on était dans le cadre de ce qu'on appelle le harcèlement moral et quelles pouvaient être les sanctions. Maintenant, la situation est, je dirais, pas simple, mais beaucoup plus facile quand même à prouver et les sanctions tombent nécessairement lorsqu'on arrive à prouver le phénomène, les faits de harcèlement moral. Alors, on va avoir tout à l'heure un témoignage anonyme au téléphone de Thérèse, mais avant, je voulais demander à Madame François, Guadab, c'est écrit sur votre feuille flyer, vous êtes victime. Alors, qu'est-ce qu'on vous proposez aux personnes qui sont victimes de harcèlement, d'une manière générale?
Alors déjà, avant de répondre à votre question, Monsieur Zandonis, je tiens vraiment à saluer le témoignage de Madame Cécé Vamur, puisque nous sommes confrontés effectivement à l'accompagnement des victimes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, et nous savons ô combien c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir dire qu'on est victime de harcèlement moral, et encore plus de le dire de manière publique. Donc vraiment, je tiens à saluer votre témoignage qui aidera, son courage qui aidera des victimes à parler et à savoir effectivement qu'il existe un dispositif législatif pour pouvoir les accompagner et les aider, mais surtout de savoir qu'il existe sur le territoire des associations d'aide aux victimes chargées justement de venir en aide à ces victimes. Nous, GUADA France Victimes, nous sommes conventionnés par le ministère de la Justice. Nous sommes donc chargé de venir en aide à toute personne s'estimant victime, donc de faits de harcèlement moral, de faits de harcèlement sexuel et bien d'autres infractions pénales. Et concrètement, qu'est-ce que nous apportons à ces personnes victimes ? Déjà, une écoute. Nous sommes avant tout un espace d'écoute, un espace pour permettre à ces victimes de verbaliser ce qu'elles vivent, de pouvoir mettre des mots sur la situation qu'elles vivent, parce que là, effectivement, Madame Cécé est arrivée à un parcours de son combat, mais il y a des victimes qui vivent ces situations et qui n'arrivent pas à verbaliser que la situation qu'elles vivent est une situation de harcèlement moral au travail. Donc, c'est les aider à ça. Et avant tout, leur proposer un accompagnement juridique. Donc notre accompagnement juridique va consister vraiment à pouvoir dire aux personnes victimes leurs droits, à pouvoir les informer sur les procédures, tout en ne remplaçant pas le rôle de l'avocat. Vraiment, notre mission sur l'aspect juridique va être une mission d'information. Également, à les aider lorsqu'elles souhaitent avoir et être assistées par un avocat, leur expliquer ce que c'est que le dossier d'aide juridictionnelle pour pouvoir prétendre à ce dossier qui justement permet à l'État de prendre en charge les honoraires de l'avocat lorsque ces victimes remplissent les conditions. On va également proposer un accompagnement psychologique gratuit avec notre psychologue spécialisé en psychotrauma qui va donc proposer des entretiens psychologiques à ces personnes victimes pour pouvoir les entendre, les accompagner, leur donner, si vous voulez, les premiers éléments pour pouvoir avoir les postures à acquérir lorsqu'on est victime. Donc, voilà. On va vous retrouver tout à l'heure. On part tout de suite au téléphone avec Thérèse, qui est une victime et qui voulait témoigner de façon anonyme. On va l'écouter. Oui, Thérèse, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, monsieur Zandonis. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est votre situation en tant que harcelé? Comment vous avez subi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre entreprise? On ne va pas nommer l'entreprise, mais enfin, on va vous écouter. Alors, pour revenir à ce que disait Madame François, donc j'ai fait partie de ces victimes qui ne pouvaient pas mettre un mot par rapport à la situation, parce que c'était très subtil. Donc, c'est aujourd'hui que je sais que j'ai été victime de harcèlement moral. Et après, quand on connaît la définition, donc ce sont des agissements en fait qui ont entraîné chez moi des dégradations de mes conditions de travail, et ça aboutit à l'atteinte de mes droits et une altération de ma santé en fait sur le plan physique. Et tout commence à cause d'un accident de travail. Donc en fait, je suis passée de l'employé modèle, de la meilleure employée à la pire en fait, tout simplement parce que je connaissais pas mes droits. Et quand j'ai voulu faire valoir mes droits, la machine s'est déclenchée. Donc, quand je dis la machine s'est déclenchée, les problèmes sont arrivés, en fait. Et comment elles se sont manifestées? Donc, ça commence avec des avertissements parce que vous ne remplissez plus les conditions, puisque j'ai eu un accident. Donc, au niveau de ma productivité, c'était plus pareil. C'est un accident sur votre lieu de travail ou à l'extérieur? Sur le lieu de mon travail, j'ai été victime d'un accident. Et mon employeur, ne voulant pas, parce que je comprends, je sais qu'il y a des démarches qui sont certainement longues et pas forcément bénéfiques pour l'entreprise. Donc, ne voulant pas rentrer dans les démarches administratives, donc ils ont fait la sourde oreille pendant des mois. Et ce que je suis en train de vous dire, donc ça a commencé en août de l'an dernier et je suis encore dedans. Et aujourd'hui,
Donc la force, en fait, parce que je veux pas, si je dois parler, il y aura tellement de choses à dire. Donc je vais essayer de relater de rester sur l'essentiel, en fait. Et donc à la suite de mon accident de travail, je leur ai informé, je les ai informés. Ils ont fait la sourde oreille pendant des mois, donc ils n'ont pas enclenché les procédures nécessaires. Les conséquences que ça a eu dans ma vie, pendant 10 mois, je n'avais pas de salaire, je suis maman, j'avais des charges, donc je n'ai pas pu payer mes charges. Donc, même au niveau de la sécurité sociale, donc quand on est en arrêt, quand on a un accident de travail, il y a un certain nombre de documents à fournir pour qu'on puisse être indemnisé. Donc, la sécurité sociale n'a jamais pu être en mesure de m'indemniser puisque ça dépend aussi de l'employeur. Et donc, pendant 9 mois, je suis restée sans indemnité, sans entrée d'argent, sans salaire, rien du tout. Et parallèlement à ça, en fait, comme c'était très subtil et c'était beaucoup dans la manipulation, dans des punitions infantiles, dans des mises à l'écart, ce sont des choses que j'ai subies, en fait, dans des menaces, dans des remarques blessantes, des critiques quotidiennes. Donc, je me suis renfermée sur moi-même et puis, limite, j'ai pensé que c'était normal, en fait. Donc, j'ai dû retourner au travail tout en étant malade parce que je ne savais pas. Et en retournant au travail, donc j'ai fait des demandes, il y avait des demandes verbales, il y avait des demandes à l'écrit, ils n'ont pas répondu à mes doléances. Donc du coup, ça a traîné dans le temps et c'est au moment où je rencontre des clientes, j'ai rencontré des clientes et puis dans mon entourage, je posais des questions, les gens me faisaient savoir que c'était pas normal. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu avoir une certaine délivrance parce que je me suis toujours dit, j'ai toujours pensé, en fait, que ce que je vivais, ça n'arrivait qu'à moi, c'était de ma faute, est-ce que c'était pas à cause de ma négligence, est-ce que c'était pas... Je me suis complètement, j'avais une perte de confiance par rapport à moi, c'était fort, c'était très fort. En fait, vous étiez en train de vous culpabiliser, c'est ça ? Exactement, je culpabilisais pour tout. Je me disais bon, je suis en arrêt. Est-ce qu'ils ont pas, peut-être que c'est pas rentable pour l'entreprise. Donc j'avais peur en fait de leur causer des problèmes. Je me disais bon, il faudrait que je fasse un effort tellement que je suis revenue travailler tout en étant malade. Et voilà quoi. Donc c'est. En un mot, Thérèse, aujourd'hui vous en êtes où ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors en un mot, aujourd'hui. Déjà, j'arrive à parler puisque je suis en train de vous parler. Je suis beaucoup plus forte parce que je suis soutenue par des syndicats. Aujourd'hui, je sais quels sont mes droits. Je connais mes droits, donc je ne me cache plus. Je n'ai pas honte, j'ai plus honte. Et je fais valoir mes droits. Donc, j'espère en tout cas que ce témoignage-là permettra à beaucoup de personnes qui sont dans des situations où ils n'osent pas parler parce que certainement, il y a de l'intimidation au niveau des patrons. Il y a de l'intimidation même au niveau des salariés. Donc, j'espère en tout cas, déjà, ce serait bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que moi, je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule avant de rencontrer toutes ces personnes compétentes qui m'ont aidée à déjà, comprendre que ce n'était pas de ma faute, et deux, à m'aider à faire valoir mes droits, en fait. Donc, bien. En un mot... Bien, je vous remercie, Thérèse. Si besoin, peut-être qu'on vous rappellera. Alors, je m'adresse de nouveau au psychologue, à M. Spéronel. Tout à l'heure, Maître Bangou disait que, effectivement, c'est vrai que le harcèlement, il est physique. Enfin, il n'est pas physique, il n'est pas visible, mais il est moral et il y a une atteinte à la personnalité. Alors, obligatoirement, pour que ça marche, il faut que la personnalité, d'une manière ou d'une autre, se sente accusée et accuse le coup. Alors, les atteintes portent sur un déni de la personne, de sa compétence, de sa valeur, de sa sensibilité, de ses connaissances, et peut-être même, comme ça a été dit tout à l'heure, hier, elle était compétente, elle était bien, été valorisée, et aujourd'hui, elle est moins que rien. Donc, toutes ces atteintes portant sur la dimension psychique de la personne entraînent une perte d'image interne, un effondrement de l'image interne, et à partir de là, tout peut rentrer. Alors, du stress attire l'arigot, mais aussi un processus assez curieux dans lequel le sujet harcelé va pratiquement chercher à expliquer ou à justifier son harceleur. Donc, on a des relations qui sont extrêmement ambiguës. Parfois, on parle de syndrome de Stockholm, entre l'harcelé et l'harceleur, parce que l'harcelé va se mettre en position de minoration par rapport à ça. Donc, la réponse, elle est très importante. Elle est juridique, bien sûr. C'est clair qu'il y a un arsenal très important maintenant. Alors, c'est relativement récent, hein, parce que pendant longtemps, dans les sociétés, ça passait, ça ne posait pas de problème. On ne pouvait pas savoir. Non, on ne pouvait pas... Non.
tout ça est arrivé juridiquement quand le sujet a émergé, le sujet en tant que personne de droit. Et c'est relativement récent, parce qu'avant, l'individu, ce n'était pas le sujet porteur de droit qui existait, mais l'individu. Il y a des traditions en Guadeloupe d'harcèlement entre les communes, entre les couleurs, entre les sociétés, sans que jamais on ait posé ce problème-là. Alors, il y a une double évolution. Une évolution du statut du sujet qui a été importante et une évolution sociétale qui fait qu'on a pu poser maintenant l'individu comme porteur de droit et comme sujet désirant. Et puis, il y a effectivement tout l'accompagnement qu'on peut faire, et Madame en parlait, qui peut aider. Mais je crois que ce qui est très important pour que ça commence à marcher, c'est du côté de l'harcelé, trois positions. Premièrement, alors nous, ce qu'on fait, c'est une thérapie cognitive. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire entrer des messages dans la tête de la personne détruite par un petit peu toute cette situation, la revalorisant, la mettant en situation d'être capable d'affronter autrui et de trouver qu'elle a de la valeur. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est une dimension psycho-émotionnelle. Il ne faut pas que les choses l'atteignent aussi facilement que ça. La personne est poreuse, elle est littéralement sensible à toute espèce de tonalité de l'environnement. Or, vous savez très bien que l'émotion ou le regard, même le regard des fois, peut justifier des choses. Et la troisième dimension, sur les thérapies comportementales, pour donner des outils pour répondre à des situations objectives. Et qui ne sont pas uniquement des situations psychiques. Et ça aide à s'en sortir un peu. On y revient tout de suite après la pause. On prend la première pause de ce débat. Il est 13h25. Dans un instant, on reprend la suite de ce débat sur les agissements du harceleur et les conséquences sur la victime. À tout de suite. Retour donc sur le débat sur le harcèlement avec Chantal Cécé-Vamur, Raphaël Spironel, Tania Mangou et Sandra François. Et je pose la question tout de suite aux psychologues. Les gens, femmes ou hommes qui sont victimes de harcèlement, c'est pas sûr qu'il y ait des médicaments réels, mais psychologiquement, comment on les traite? Tout à l'heure, on donnera la parole à Mme Cécé, mais psychologiquement, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, c'est pas une maladie, au sens somatique, physiologique du terme. Mais c'est vrai qu'en période d'urgence, quand on est à l'acmé de la dépréciation de soi, les médicaments peuvent aider quand même à supporter un petit peu la personne, mais attention à ne pas rentrer dans une addictologie, dans une dépendance aux médicaments. C'est toujours ce qui se passe avec la dimension psy. Donc, à un moment donné, au départ, et les médecins le savent très bien, le médicament peut aider, ça donne un coup de fouet, et ensuite, le relais est fait par des gens comme... en fait, il faut restituer autour de la personne la solidarité, la communauté de compétences qu'il y a et d'accompagnement. Il faut rapporter du vivant, il faut rapporter de l'amour, ça a été dit de manière claire, il faut rapporter de l'espérance et rapporter aussi de manière très concrète des plans d'action pour répondre à la situation. Parce que ce n'est pas un fantasme. Une personne qui est harcelée, peut-être dans un premier temps, elle n'y croit pas trop, elle ne le voit pas, mais une fois que le fait est constitué, même si la réalité de ce fait est une réalité psychique, c'est une réalité quand même. Et cette réalité psychique devient une vérité pour la personne. Donc il faut trouver des réponses objectives qui vont l'aider à sortir de cette impasse-là. Madame Cécile Vamur, comment justement vous êtes sortie de cette situation qui a duré et qui semble, j'ai envie de dire, perdurer? Alors nous avons tous un psychique différent. Nous vivons les situations différemment. Donc déjà, moi, j'ai quitté le milieu professionnel parce que tout ce que j'ai essayé n'a pas abouti. Par exemple, j'ai fait une demande auprès de l'assistante sociale qui se trouve à la DAF pour pouvoir bénéficier de 3 séances chez un psychologue qui est payé par le ministère de l'Agriculture. Elle a refusé. J'ai essayé de faire une demande d'aide mais il faut savoir que le dernier proviseur avait saisi la commission de réforme pour pouvoir statuer sur une demande d'accident de service. Mes papiers sont restés coincés, gelés au sein du lycée agricole, ce qui fait qu'au ministère de l'Agriculture, on ne connaissait pas vraiment mon statut. Et au lieu d'être payé à 100%, j'étais payé à 50%. Donc j'étais obligée de faire attention à ma bourse pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi. Je me suis retrouvée sans mutuelle parce que le ministère de l'Agriculture, à force de ponctionner sur ma fiche de paye, il ne restait plus grand-chose pour me permettre de survivre. Donc, pendant toute la période... Survivre. Donc, pendant toute la période du Covid, je ne savais pas que je n'avais pas de mutuelle. C'est tout récemment, il y a à peu près 6 mois, j'avais fait une demande pour pouvoir acheter mes lunettes. Je me rends compte que je n'avais pas de mutuelle parce que le ministère n'a pas payé ma mutuelle. Puis, il ne me restait plus beaucoup d'argent. S'il avait ponctionné sur ma mutuelle, je me serais retrouvée en train de crever de faim. Donc,
je me suis posée à un moment donné, parce que rester au lycée, ça devenait très toxique. Je me suis posée, j'ai quitté l'établissement, j'ai été mise en arrêt de travail. La commission a statué avec un avis favorable sur la demande d'accident de service depuis 2019. Je suis restée à 50%. Il n'y a que 3 mois, au mois de mars, que mon salaire a été rétabli. Pourquoi? Parce que j'ai saisi le ministre de l'Agriculture par le biais de son cabinet et l'affaire a été médiatisée. C'est comme cela que ces gens-là ont compris que ce n'était pas un jeu, c'était du sérieux et qu'il fallait me payer pour que je puisse enfin vivre. Alors, je ne voulais pas me jeter sous les médicaments, je suis anti-médicaments. Je me suis retrouvée, parce que je suis asthmatique chronique, je veux le dire aujourd'hui, j'avais évité de le dire la dernière fois, je multipliais les crises d'asthme et je me retrouvais aux urgences de l'hôpital, presque sans soins parce que je n'ai pas de mutuelle. Et donc, j'ai commencé à faire du sport. J'allais courir tous les matins en pleine nature et je suis quelqu'un qui a la foi, donc je me suis raccrochée à ma foi. Et aussi, je me suis posée pour pouvoir évacuer un petit peu ma douleur, évacuer toute la rage que j'avais en moi et me poser les bonnes questions. Et c'est à ce moment-là, donc, comme je viens de vous dire, j'ai fait, les médias se sont mêlés à cela. Et lorsque j'ai relayé l'information auprès du ministère avec des justificatifs, parce qu'il faut des justificatifs pour qu'on puisse vous croire. Donc, j'ai envoyé tous les justificatifs. J'ai eu cette force-là, parce qu'on peut ne pas avoir de la force pour faire tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il fallait rétablir mon salaire. Mais je vais dire quelque chose qui... vous savez, en temps normal, il y a des choses qu'on fait au quotidien. Je suis arrivée à un moment où j'avais du linge à laver, j'entassais le linge chez moi et je ne savais plus comment laver le linge. Jusqu'au jour où, après des mois, je me suis rappelé qu'il faut trier le linge par catégorie pour le laver. Pour moi, c'était déjà une victoire. Quelque chose que je fais tous les jours. Je n'avais pas la force de prendre un chéquier, de faire un chèque pour pouvoir payer mes dettes. Et j'ai commencé à faire des crises de boulimie en plus des crises d'asthme. Et j'avais pris 40 kilos. Et c'est au moment où je me suis jetée sur le sport, je me suis dit stop, il faut que j'arrête. Je me suis reprise en main, j'ai perdu les kilos, j'ai recommencé à avoir confiance en moi. J'ai recommencé à m'insérer dans la vie sociale. Que j'ai commencé à prendre vraiment, que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, je fais tout ce qu'il y a à faire parce que ces gens-là, il faut qu'ils se rappellent que le harcèlement, ce n'est pas une petite affaire. Alors justement, la réponse juridique, Maître Bangou, face à tout ça, à ce type de problématique. Alors, ça dépend du secteur. Apparemment, madame travaillait dans le secteur public. C'est ça. Si je comprends bien, d'accord. Alors, quand il s'agit alors, si je comprends bien, c'est votre supérieur hiérarchique. Oui. Le ministère. Ou alors, vous aviez un supérieur hiérarchique au niveau même du lycée qui vous faisait subir... Le proviseur du lycée. Chaque fois, ça a été... Dans un premier temps, c'était la chef de service qui a été remerciée avec le proviseur qui était en poste. Parce que lorsque le ministère a envoyé du monde, on a fait croire que je ne travaillais pas, que j'étais une fainéante. Dieu merci, il y a un inspecteur qui avait ramené toutes mes fiches de notation et qui a déposé les fiches de notation sur le bureau du proviseur, lui a demandé, mais dites-moi à quel moment qu'elle n'a pas fait son travail, parce qu'elle a toujours fait son travail pendant 30 ans en France métropolitaine. Et après, donc c'est un proviseur qui est arrivé en 2019. J'avais mis en place un projet. Les collègues ont trouvé qu'il n'était pas à moi de faire ce projet-là, alors que c'est moi qui l'ai initié. Et donc ce proviseur est arrivé avec des idées, des choses qu'on lui avait racontées. Et il a décidé également de me mettre en harcèlement. Et deuxième chose, je me suis retrouvée encore en train d'errer au sein de l'établissement, parce que mon bureau, on croit que c'est un hôtel 5 étoiles. J'ai la chance d'être seule dans un bureau. Eh bien, mon bureau était verrouillé également, comme la première fois. D'accord. Alors, je posais la question justement parce que le harceleur, ce n'est pas forcément l'employeur. Ça peut être le supérieur hiérarchique qui dépend encore de l'employeur. Ça peut être un collègue, parce que vous pouvez subir aussi du harcèlement de la part de collègues. Absolument. Et la réponse sera différente en fonction qu'on soit en présence de l'employeur ou du collègue. Mais d'une manière générale, il faut aussi poursuivre l'employeur, surtout lorsqu'il n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour enrayer ce phénomène de harcèlement au sein de son établissement, ou qu'il n'a pas pris les mesures adéquates
à l'encontre du harceleur, le collègue ou peu importe la personne. Et ça peut être aussi un sous-traitant qui a signé un contrat, par exemple, avec l'entreprise. Donc, pour vous dire que le harceleur, ce n'est pas forcément celui qui est au-dessus, mais c'est celui qui est aussi à niveau. Et même celui qui est le subordonné. Parce que vous pouvez être supérieur hiérarchique, ne pas être l'employeur, mais aussi subir du harcèlement de la part d'un salarié ou de quelqu'un qui est sous votre subordination. Mais alors, dans ce genre d'affaires, je vous pose la question en tant qu'avocate, est-ce que vous gagnez souvent contre les harceleurs ou alors est-ce que, parce que depuis la nouvelle loi, il y a 2012 je crois, 2002 pardon, est-ce que les résultats sont probants? Alors, de plus en plus, nous avons de plus en plus de chances d'obtenir gain de cause. C'est vrai que c'est quand même un travail, je ne dirais pas fastidieux, mais c'est un travail de longue haleine. Il faudrait que les victimes qui engagent une procédure s'arment de patience, c'est comme pour toutes les procédures, mais il y a quand même, si les éléments sont avérés, si vous avez des preuves, pouvoir gagner votre procès. Ce que je dis, en tout cas, c'est que au fur et à mesure, nous avons de la chance d'avoir une amélioration au niveau de la charge de la preuve, ce qui facilite le travail de l'avocat, le travail de défense. Parce que vous savez, tout dépend, quand vous demandez quelque chose, il faut rapporter la preuve. La preuve a été facilitée, la charge de la preuve a été facilitée. Cette preuve, la charge, n'incombe pas uniquement à la personne qui est victime du harcèlement, mais aussi à la personne qui est poursuivie, au défendeur. Mais en termes de résultats concrets, en termes de résultats, je dirais que ça va nettement mieux. Ça prend du temps, mais nous obtenons gain de cause. Après, bien évidemment, vous avez toutes sortes de cas de figure. Il y a des personnes qui se disent victimes de harcèlement et finalement ne vous apportent pas tous les éléments pour pouvoir les défendre comme il faut. Vous avez aussi d'autres personnes qui affabulent et qui vont vous dire « je suis victime de harcèlement moral » et il s'avère en fait que ce sont des personnes de mauvaise foi. Ça existe aussi, c'est dans une petite proportion, mais ça existe. Mais c'est à nous aussi de faire le tri lorsque nous recevons un client, d'analyser le dossier, de voir ce qui peut nous aider à constituer le dossier et à poursuivre la procédure en vue d'obtenir gain de cause. Et parfois, c'est un petit peu plus subtil et plus compliqué et vous vous dites, peut-être que si nous nous orientons vers une procédure contentieuse, vers le tribunal administratif ou vers le conseil de prud'homme, c'est 50-50, ça peut ne pas marcher. Pourquoi ne pas essayer la médiation? Donc, et vraiment, nous obtenons aussi de bons résultats quand on passe par la médiation. Alors, je me tourne vers Madame François. En général, on va d'abord chez vous, d'abord chez l'avocat. Alors vraiment, il y a pas de règle. Hein. Nous avons des victimes que nous accompagnons qui ont déjà fait le choix d'un avocat et même les avocats dirigent vers Guada France Victimes. Et quand nous recevons donc les victimes, nous n'hésitons pas à les inciter à se rapprocher pour être assistés d'un avocat lorsqu'il y a les éléments constitutifs du harcèlement moral pour pouvoir justement aller vers une procédure judiciaire, donc à diriger vers les avocats. Un petit point important selon moi à préciser justement parce que je représente une association d'aide aux victimes, rappeler que les victimes d'ajustement de harcèlement moral, les victimes peuvent être des salariés en contrat à durée déterminée, ça peut être également des salariés en contrat d'apprentissage, ça peut être des stagiaires, donc il est important de rappeler ça, et il est également important de rappeler que le harcèlement moral est différent du conflit individuel avec un salarié ou avec un supérieur hiérarchique. Et ça, c'est vraiment important à signaler. Autre chose, Madame Cécéva Mur a vraiment donné une illustration de ce que peut être le harcèlement moral. Elle a parlé justement de privation des outils de travail puisque son bureau a été fermé, elle n'y avait plus accès. Mais ce harcèlement moral peut également être constitué quand il y a des sanctions disciplinaires injustifiées qui sont données aux salariés. Ça peut également être le cas quand il y a une mise à l'écart, mais une mise à l'écart sans justement fournir aux salariés
donner les outils de travail pour continuer à travailler. Ça peut être aussi le fait d'attribuer aux salariés un local où il ne peut pas exercer de manière appropriée ses missions. Donc vous voyez que sous l'appellation harcèlement moral, le harcèlement moral est œcuménique, c'est-à-dire universel pour englober toutes les souffrances qu'il peut avoir au sein du travail. Nous accompagnons actuellement des victimes d'harcèlement moral au travail et qui sont vraiment dans des difficultés physiques parce que on oublie souvent de parler de cette souffrance de la victime, qu'il y aura effectivement un manque de confiance en soi parce qu'elle va venir à douter elle-même de ses capacités, de ses compétences. Elle va parfois dépérir physiquement, c'est-à-dire sa posture va changer par rapport à elle-même dans sa vie de couple également, puisque ça va se déplacer, cette souffrance. Et puis également, on va parfois constater un laisser-aller vestimentaire. Une personne qui peut-être parfois était très coquette va se laisser aller, ne plus porter de maquillage, ne plus se coiffer comme auparavant. Donc tout cela, ce sont des signes de souffrance dans la relation, dans le cadre du travail. Et nous, en tant qu'association d'aide aux victimes, notre mission va être vraiment de redonner confiance à ces personnes qui ont fait le choix de venir nous voir. Elles peuvent venir nous voir soit de manière spontanée, donc nous coordonner le 05 90 84 22 86, et nous recevons au centre Sainte-Jeanne-Perse, au 3e étage, donc tous les jours, du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi après-midi. À la fin de l'émission. On retourne vers Thérèse, parce que Thérèse, je crois, je ne sais pas si elle nous entend. Elle nous entend, allô? Vous entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors la question que je vous pose, c'est, on a parlé tout à l'heure du retour à la justice, mais vous êtes passé par le prud'homme. Alors comment ça se passait exactement? Alors, c'est vrai que je suis passée au prud'homme en dernier recours, parce que je n'en tirais pas, j'avais un petit peu peur quand même, puisque je me suis rendu compte que ça prenait des proportions que je ne m'attendais pas. C'est vraiment un secteur de saison, des choses qui n'étaient jamais arrivées. Et pour revenir à ce que disait Madame l'avocate, tout ce que vous avez décrit, c'est exactement tout ce que je vivais, c'est ce que j'ai vécu. Donc déjà, administrativement parlant, je n'avais plus de force. Je n'avais plus de force physique pour me lancer dans aucune procédure. Et c'est vraiment parce que j'avais des personnes solides à côté de moi que j'ai pu justement aboutir et entamer une procédure au sein des prud'hommes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la procédure elle va être enclenchée dans les prochains jours parce qu'on n'a toujours pas obtenu, du moins moi, je n'ai toujours pas obtenu gain de cause à ce niveau-là. Et ils refusent de prendre en considération mon accident du travail. Ils ont usurpé pas mal de... Enfin, pour moi, c'est de la fraude puisqu'ils sont passés à côté de pas mal de décisions. Ils veulent vraiment pas que je puisse... bénéficier de mes droits. Donc aujourd'hui, j'ai pas le choix. Même si j'avais peur au départ, là, je suis prête en tout cas à enclencher une procédure au niveau des prud'hommes. Je suis représentée, je ne le fais pas seule parce que toute seule, je n'aurais pas pu. De toute façon, vous pouvez prendre contact avec l'association de Mme Sandra François Le Guadave. Alors, je reviens vers le psychologue. Merci Thérèse. Bon, on a parlé de la personne harcelée, mais le harceleur, il est guérissable ou pas? Ça dépend. Et souvent, on s'aperçoit que c'est la situation qui fait le larron, hein, ou le larron qui fait la situation. Ça peut être très ponctuel, comme ça peut être des fois des comportements, et dans ce cas-là, c'est un problème de management. Ça peut être des comportements, une tendance comportementale qu'on va trouver chez le harceleur, surtout dans le cas hiérarchique. Les relations sont toujours dissymétriques. Et il se trouve que la personne dans le management qui va être quand harceleuse, c'est souvent va souvent dans le management lui-même, hein, va être dans une position. Alors ça peut être momentané, je disais, comme ça peut être un peu continu, mais c'est pas d'une manière générale, c'est pas une attitude constante. Ça se situe par rapport à une situation à un moment donné, dans une interaction avec une personne donnée, dans un environnement donné, et des fois ça se reporte pas à d'autres situations. C'est pour ça que c'est parfois très difficile à identifier. Madame Cécile, vous avez parlé tout à l'heure
de vous remettre entre guillemets, puisque le sport, etc. Quel conseil vous pouvez donner à une harcelée aujourd'hui ou à un harcelé qui n'a peut-être pas l'opportunité de s'exprimer ni d'aller trouver les aspects juridiques, c'est-à-dire un avocat ou le GODAV? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, je me garderai bien de donner des conseils aux gens parce que tous les cas sont différents et personnels. Parce que j'ai constaté que tous les gens qui viennent vers moi, il y a des gens qui me reconnaissent après l'émission et qui viennent vers moi, qui me font savoir qu'ils sont en train d'être harcelés. Même une dame qui travaille dans l'administration aussi et qui est à la retraite, même elle a peur. Alors qu'elle est déjà à la retraite, donc elle ne va pas retourner à son travail, mais elle ne craint plus rien. Donc elle a peur de se manifester, donc je vais me garder de donner des conseils aux gens. Mais moi, je sais que j'ai entendu la personne qui a témoigné dire qu'elle a eu peur. C'est vrai qu'à un moment donné, on prend peur. Mais très vite, je suis sortie de cela. Je me suis arrangée aussi pour ne pas rentrer dans vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Ça fait partie aussi de tout ce que j'ai récupéré comme symptômes après cette histoire-là. Et même des choses les plus banales, je ne trouve pas le nom du stylo, des choses comme ça. J'ai fait attention de ne pas entrer dans le syndrome de Stockholm, pour ne pas me dire que c'est lui qui a raison. Je savais qu'il avait tort. Pour me dire que c'est moi qui suis nulle. Non, je savais que je travaillais, que j'aimais mon travail, que j'avais déjà donné quelques années de moi-même pendant 30 ans en France métropolitaine, donc je savais très bien que ça ne venait pas de moi. Et je n'ai pas pris de médicaments, je ne voulais pas. Mais comme je viens de dire, j'allais courir tous les matins, alors que c'est quelque chose que j'aime pas forcément, mais j'allais courir parce qu'il fallait que je me dégage un peu. Et j'ai commencé aussi à mettre en place des loisirs tels que le bacrois, la peinture, le canage. Voilà, pouvoir m'aider à évacuer tout ce que j'avais dans la tête parce que je souffrais terriblement de migraines. Et il fallait à un moment donné que j'arrête les migraines aussi. Et je ne voulais pas prendre de médicaments. Donc, ça a été ça ma thérapie, toutes ces choses-là, et pouvoir m'en sortir parce que je voulais gagner. Je voulais gagner ces gens-là. Et je me suis servi de leur faiblesse pour pouvoir en faire ma force et trouver les bonnes portes de sortie, mettre autour de moi les bonnes personnes pour pouvoir m'en sortir. D'accord. Oui, alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'actuellement, avec la période que nous vivons maintenant, la pression sur les travailleurs va se faire de plus en plus, c'est clair. Cette pression, elle tient à trois choses. D'une part, la pression elle-même que reçoivent les entreprises, les managements, et qu'il faut que les situations de travail soient de plus en plus tendues. Il y a d'autre part en Guadeloupe, actuellement, on assiste aussi à une accélération des nouveaux modes de management et qui vont exiger du personnel ou des personnels des applications par rapport auxquelles, pendant longtemps, ils avaient pris du recul. Et puis, il y a un troisième truc qui s'est passé. Il y a la suite aussi du Covid. Le Covid a eu énormément d'impact sur des gens dans un deuxième temps. Et on a maintenant des queues de comètes avec des situations de ras-le-bol, de fatigue qui sont liées directement au Covid. Et puis, il y a toutes ces évolutions technologiques. Je me rappelle, il y a encore 2-3 ans, ça correspondait aussi un petit peu avec le Covid, tout ce qui était autour de la numérisation, de la digitalisation de la communication et tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont décroché. Tout ça, ce n'est pas du harcèlement. Mais c'est des situations de souffrance au travail, c'est des situations où il faut absolument que les chefs d'entreprise mettent en place des stratégies d'accompagnement, d'appui et d'aide, sinon ça va devenir des situations très difficiles pour les travailleurs. Et on est en train de vivre cette mutation-là dans le monde du travail en Guadeloupe actuellement, avec de plus en plus de laissés pour compte qui vont peut-être faire le lit des situations de harcèlement. Alors, juste deux derniers mots, on va conclure, oui, allez-y. Justement, en matière de stratégie d'accompagnement, nous, au départ, nous avons proposé des ateliers d'estime de soi avec une coach comportementale et également des ateliers coach sportif avec une coach sportif où nous avons donc des cours le samedi matin à 10h aux Abîmes, ouverts justement aux personnes victimes de harcèlement moral au travail, et enfin un atelier self-defense avec un club de karaté aux Abîmes qui sont également ouverts à ces personnes victimes. Et actuellement, nous avons 2 victimes qui ont participé à ces ateliers coach sportif et self-défense, et nous voyons effectivement une reconstruction, une métamorphose et une envie de se battre et justement d'aller plus loin. Donc ce sont, à mon avis, des éléments qui peuvent aussi aider ces personnes victimes. Un dernier mot, Maître Bangou. Alors, je voudrais dire aux personnes victimes de harcèlement, n'ayez pas peur.
Elle disait tout à l'heure, Thérèse, qu'elle a eu peur, qu'elle était tétanisée. N'ayez pas peur, osez. Il y a de multiples intervenants en matière de droit du travail, dans le domaine du travail. Vous pouvez intervenir auprès de l'employeur, qui est le premier en ligne, si ce n'est pas lui le harceleur, bien évidemment. Le conseil, le comité social, économique, vous pouvez intervenir auprès des syndicats, vous pouvez intervenir, je ne parle même pas des avocats ou des associations qui interviennent, qui peuvent les assister, qui peuvent les orienter et défendre leurs intérêts, mais il y a un panel de professionnels qui gravitent autour du monde du travail, la médecine du travail, l'inspection du travail. Donc, il y a des gens qui sont à votre écoute. Et c'est ce que je voudrais dire. Osez, ne restez pas dans votre coin. Vous êtes victime de harcèlement moral, il faut réagir. Madame Cissé, on prend un mot pour le 4e épisode de votre, entre guillemets, de votre thérapie médiatique. Bien sûr, parce que j'ai rencontré des gens qui ne sont même pas harcelés, qui m'ont dit, Madame, continuez l'émission. Vous avez libéré la parole, continuez à libérer la parole, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas et qui n'osent pas. Donc, osez, merci d'être là, mais osez, ne lâchez pas l'émission. Donc, pour eux, pour moi aussi, parce que ça me sert de thérapie, je voudrais aller le plus loin que possible. Oui, merci. En tout cas, il est 14h.